Pierre Bretonnier, bonjour. Bonjour Gabi. Nous allons faire avec vous un tour de l'actualité, mais vous avez rédigé une dernière pique récemment? Elle est en cours de rédaction. Ah, alors pique Cours de- d'actu de Pierre Bretonnier, mais elle parle de quoi? Eh bien, ça parle du danger de cette marche forcée vers l'indépendance que les indépendantistes nous imposent, mine de rien, et à laquelle il faudra mettre un terme. Voilà, vous êtes prévenu, il y a en gestation une nouvelle pique d'actu de Pierre Bretonnier sur le thème qu'il vient d'indiquer. Le gouvernement, jeudi, n'a pas réussi à élire un président. Ça fait 2 mois que ça dure. Quel commentaire cela vous inspire? Eh bien, je pense que, contrairement à ce que beaucoup imaginent peut-être, s'en plaignent, qu'il vaut mieux pas de gouvernement du tout qu'un mauvais gouvernement. Et le jour où les indépendantistes auront effectivement un président indépendantiste, donc un gouvernement indépendantiste avec une assemblée présidée par un indépendantiste, le Congrès, par concomitant, eh bien on peut craindre que un confinement redoutable avec l'isolation de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on voit l'influence de plus en plus grande des coutumiers sur les politiques mélanésiens. On peut craindre aussi un retour, l'administration de l'économie, contrôle des prix, contrôle des marges, contrôle des importations, contrôle des exportations, et je pense au nickel, ce qui est quand même un peu dangereux. Et donc, tant qu'il n'y a pas de gouvernement totalement indépendantiste, qui fonctionne, je ne suis pas mécontent. Oui, alors, des points de vue différents d'ailleurs, parce que Daniel Goal, président de l'Union calédonienne, lui se réjouissait que l'État gère le budget avec l'avis de la Chambre des comptes. Alors, dans ce gouvernement, il y aura probablement des avis divergents entre les indépendantistes. Personne n'oublie que Samuel Népéhoun était le président du MEDEF et que donc il épouse la thèse selon laquelle l'économie repose sur l'activité des entreprises. Ah, c'est sûr qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. Comme disait Aristote, il vaut mieux effectivement Monsieur Népéhoun que Monsieur Mapou pour l'économie. Parce que sinon, il faut s'attendre non seulement à une administration de l'économie, mais aussi à une fiscalité redoutable, qui va peser sur tous les revenus des particuliers, des entreprises, sur les capitaux, sur les épargnants. Et donc, il faut absolument éviter cette catastrophe. À un moment où, au contraire, il faut encourager l'économie à démarrer. Pierre Bretonnier, nous avons gagné du temps, dit-il, avec le recul de la mise en place du gouvernement présidé par un indépendantiste. En attendant, le gouvernement, pas intérimaire, mais qui expédie les affaires courantes, a réglé le problème du confinement. Nous sommes quasiment déconfinés à partir d'aujourd'hui. Si le gouvernement avait été élu hier, un nouveau gouvernement avait été élu hier, est-ce que cela aurait été possible? C'est-à-dire qu'avec l'élection d'un nouveau gouvernement, est-ce qu'il y aurait, en l'absence d'attribution des secteurs, malgré tout, la gestion des affaires courantes par le gouvernement Santer? A priori, oui, puisque les secteurs ne sont pas attribués. Oui, tant que les secteurs ne sont pas attribués, tant que le gouvernement n'est pas véritablement en place, c'est toujours le nouveau gouvernement n'est pas en place, c'est toujours l'ancien gouvernement qui expédie les affaires en cours. Mais si le gouvernement nouveau avait été élu avant que le gouvernement Santer prenne des dispositions de déconfinement, ça aurait été très grave. Je pense que ça aurait été très grave, hein, parce que les indépendantistes Canaques ont une peur bleue, comme on dit ici, du virus, et parce que le haut-commissaire, lui, a quand même une responsabilité de sécurité publique générale. Et donc, lui va toujours aller vers ce qui est le plus sûr, pour la population, de sécurité, etc. Alors, parce que le redémarrage de l'économie n'est pas dans ses compétences premières. Et donc, les indépendantistes plus le haut-commissaire, je crois qu'on aurait souffert, on aurait été masqué très très longtemps. Très bien. Le sujet suivant concerne les transferts
que la métropole effectue vers la Nouvelle-Calédonie, notamment pour financer les compétences régaliennes, mais également pour des subventions aux collectivités, pour les subventions au travers du régime de défiscalisation. Et des indépendantistes disent oui, mais tout ça est équivalent à ce qui remonte de la Nouvelle-Calédonie vers la métropole. 172 milliards d'un côté, et donc, selon ces dires, 172 milliards pratiquement de l'autre, qui remontent vers l'Hexagone. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. D'abord un mot pour dire que 175 milliards, c'est ce que dépense le contribuable métropolitain pour la Calédonie. Le contribuable calédonien pour la Calédonie, il en dépense 111 seulement. C'est-à-dire 70% de moins. Mais, c'est déjà mais une indication. Aucun pour la métropole. Parce que ce que vous dites est intéressant. Le contribuable métropolitain, il contribue fiscalement également pour que ses impôts aillent en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Le contribuable calédonien lui paye des impôts en Calédonie, mais pas pour le bien-être des métropolitains. Il paye 0 impôt depuis l'origine de la Nouvelle-Calédonie française. 0 impôt. Ça s'appelle la solidarité nationale. C'est ça, dans un sens. Quand vous pensez que même le service des douanes est payé par la métropole, par le contribuable métropolitain, alors qu'il fait rentrer plus de 20 milliards par an en Nouvelle-Calédonie. Très bien. Alors revenons à nos moutons, à nos capitaux. Transfert d'un côté, remontée de l'autre, est-ce que c'est la même chose? Non. Les gens comprennent pas. Alors en réalité, quand on voit les transferts de capitaux, c'est sûr qu'il y a des remontées vers la métropole. Parce qu'il y a des achats tout simplement en métropole. Donc quand quelqu'un reçoit un premier fournisseur ici, de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, il reçoit quelqu'un qui, par exemple, vous achetez une voiture, si c'est une Peugeot, eh ben, il y a une partie de l'argent qui retourne là-bas. Alors les gens pensent que parce qu'il y a une partie de l'argent qui retourne en métropole, il y aurait moins pour la Calédonie. Non, il y a exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas eu cet argent de la métropole, vous n'auriez pas acheté la voiture. Elle n'aurait pas existé, la voiture. Là, elle existe. Et ça se voit si par exemple, le salarié, au lieu d'acheter une Peugeot, il avait acheté une Toyota, cet argent irait au Japon, mais c'est toujours la même voiture. Donc la seule différence, c'est quand l'argent retourne en métropole, ça revient moins cher à la métropole, mais il n'y a pas il n'y a pas moins pour la Nouvelle-Calédonie, c'est toujours une voiture qui est là. C'est-à-dire que à supposer que les 175 milliards retournent vers la métropole, eh bien, il y a quand même 175 milliards de matériel, de biens, même consommés en Nouvelle-Calédonie, qui n'auraient pas existé. Donc, et qui restent en Calédonie. Qui restent en Calédonie. Lorsqu'ils ont été achetés. Oui. Voilà. Mais est-ce que les choses sont comparables? C'est-à-dire que c'est pas la même poche. On peut pas comparer des pinces à linge en bois et des clés à molette en acier inox. L'argent du contribuable permet le financement des compétences régaliennes en Nouvelle-Calédonie, donc les 175 milliards, les subventions, etc. Mais ce qui retourne en métropole, au travers des remontées d'achats, de capitaux, etc., ne va pas dans la poche du contribuable. Ce n'est pas la même poche, ce n'est pas donc comparable. Non, non. Enfin, c'est quand même un retour globalement d'argent qui va à la métropole. Mais ça ne fait pas moins pour la Nouvelle-Calédonie, c'est ça? Oui. C'est ça le sujet. Ça a été converti en bien ici. Oui. Alors, vous preniez d'ailleurs l'exemple du véhicule automobile. En réalité, ce sont des achats, notamment pour des équipements, des matériels qui ne peuvent être fabriqués en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que si demain, sans la métropole, et donc c'est une vue des indépendantistes, si demain la Calédonie était séparée de la métropole, il faudrait bien qu'elle procède à ses achats, c'est-à-dire que cet argent irait dans les poches d'un autre, mais de toute façon partirait. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Mais on ne voit pas la Nouvelle-Calédonie fabriquer des voitures ou des avions ou des pelles mécaniques, etc. Parce que, en plus, j'ai pris comme exemple une voiture. Pour faire simple, enfin, il y a des différences dans les biens. Il y a des biens d'équipement, d'investissement qui sont extrêmement importants. Si c'est un camion qui est acheté, vous voyez que ce camion, il a une valeur
d'investissement, d'équipement qui va rapporter à la Nouvelle-Calédonie parce on va le faire travailler. Et donc, non seulement il y a la valeur du camion, mais il y a tout ce qui est lié à ce camion, le chauffeur qui va travailler, le nickel qui va être extrait ou le bâtiment, etc. Oui. Donc, c'est une participation. Ces 175 milliards, quand ils arrivent en Calédonie, ils font des petits, c'est-à-dire qu'ils font boule de neige et pour l'ensemble de l'économie. Ça fait travailler les entreprises, tous les commerces, et donc il y a un effet multiplicateur. Oui, y compris pour la fiscalité, puisque les fonctionnaires de l'État, Oui. les 9000 fonctionnaires rémunérés par l'État payent des impôts en Nouvelle-Calédonie. Mais pour revenir sur l'exemple de la voiture, ce qui est intéressant, c'est on imagine demain une Calédonie indépendante, donc la France arrête de financer les compétences régaliennes, les différentes subventions, moins 175 milliards donc pour l'économie calédonienne, mais les Calédoniens continuent à acheter des voitures, des équipements. Et donc, de toute façon, ces transferts vers l'extérieur continuent à se faire. C'est une perte sèche de 175 milliards. C'est clair, sauf qu'ils ne pourront pas dépenser ces 175 milliards, parce qu'ils ne les auront pas. Alors, nous parlions des contribuables métropolitains qui contribuent donc à la prospérité de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Ce que ne fait pas le contribuable calédonien, mais tant mieux pour lui. Nous sommes l'un et l'autre contribuables calédoniens, autant que les impôts nous servent à nous, très égoïstement. Ouais. Quelle est la comparaison en matière de pression fiscale? Est-ce qu'on paye globalement plus d'impôts en Nouvelle-Calédonie qu'un métropolitain n'en paye en métropole? Non. La pression fiscale en métropole est une des plus élevées au monde. Donc en Nouvelle-Calédonie, on paye moins d'impôts qu'en métropole, c'est clair. Mais il faut savoir qu'on en paye plus que dans tout le bassin pacifique. Et je ne parle pas des petites îles du Pacifique. On a une pression fiscale en Calédonie qui est supérieure à celle de la Polynésie, évidemment, mais supérieure à celle de la Nouvelle-Zélande, supérieure à celle de l'Australie, à celle du Japon, à celle des États-Unis. Et donc, il faut peut-être arrêter. On ne peut pas être en concurrence, notamment en matière d'exploitation du nickel, d'exportation du nickel, etc. C'est-à-dire avoir des salaires élevés, qui payent des impôts, etc. Si on n'arrête pas d'augmenter la pression fiscale, il faut essayer au contraire de la diminuer. Et je vous dis, moi, ma grosse crainte, s'il y a un gouvernement indépendantiste, c'est qu'il va augmenter les impôts. C'est une erreur considérable. Alors, nous verrons, en tous les cas, et ce gouvernement indépendantiste va bien arriver un jour, malgré vos craintes et malgré les craintes de beaucoup de Calédoniens. Les indépendantistes ont désormais la majorité au gouvernement. Ils vont bien finir par élire un président au gouvernement. Nous verrons bien s'ils augmentent la pression fiscale. Espérons que à mon avis, ils ne vont pas la diminuer. Espérons que ce ne sera pas le cas. Et ce sera le mot de la fin. Pierre Bretonnier, à bientôt. À bientôt. Et merci.